Bienvenue dans Vivre avec un traumatisme crânien. Je suis Sophie Lemaître et avec l'AFTC LR, l'association des familles de traumatisés crâniens et cérébrolésés du Languedoc-Roussillon, nous vous proposons dans cette série d'épisodes de partir à la rencontre de spécialistes. Ces discussions vont vous permettre de connaître vos droits, les accompagnements possibles, mais aussi de comprendre ce qu'implique un traumatisme crânien dit léger ou un trauma crânien dans le sport. Avec ces épisodes, nous espérons que vous y verrez plus clair et que cela vous aidera à mieux vivre avec un traumatisme crânien. Bonjour Dr Kassoudé-Sall, vous êtes maître de conférence des universités et médecin au CHU de Bordeaux. Merci d'être là avec nous aujourd'hui pour discuter du trauma crânien dans le sport. Alors ma première question pour vous, c'est comment un trauma crânien ou TC peut-il subvenir quand on pratique du sport? Est-ce qu'il y a des sports plus à risque que d'autres? Bonjour. Oui, en effet, le sport est une cause majeure en fait de traumatisme crânien léger ou commotion cérébrale. C'est en tout cas une cause majeure, notamment chez les sujets jeunes, donc les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. Le traumatisme crânien peut arriver suite à la pratique d'un sport quel qu'il soit, hein. Il suffit d'avoir une chute, d'avoir n'importe quel choc qui va entraîner du traumatisme à la tête. Donc ça peut être ce mécanisme-là qui va être responsable du traumatisme crânien. Mais on peut distinguer en effet certains sports qui vont exposer plus particulièrement leurs pratiquants à des situations à risque de traumatisme crânien. Donc ces sports qui exposent les joueurs plus particulièrement à un risque, ça va être bien sûr dans les sports individuels, les sports de combat. Ça, on imagine bien, hein, la boxe, ça a même été à un moment donné, la recherche, que d'avoir, un équivalent de commotion cérébrale, hein, puisqu'on allait rechercher le fameux KO, donc ça veut dire, le KO en anglais, perte de connaissance. Donc ça, c'est bien sûr l'image du sport, qui est vraiment associée, au risque de traumatisme crânien et on le comprend bien. Donc il y a de façon générale tous les sports de combat, bien sûr, mais il y a aussi des sports collectifs, donc des sports d'équipe et en particulier tous les sports dits de contact. Donc le football, le handball, le basketball et le rugby aussi qui sont parmi les plus populaires en France et en Europe. Et donc tous ces sports ont la particularité d'exposer les joueurs à des contacts, contacts entre des adversaires. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des sports de contact. Et donc, comme il y a des contacts avec des adversaires, eh bien, ça peut entraîner un risque de blessure, quelle qu'elle soit, et y compris des chocs à la tête. Soit directs, choc à la tête, soit des chocs indirects, mais qui vont transmettre au cerveau une énergie mécanique qui va faire finalement comme si on secouait le cerveau. Donc, si je donne un exemple, dans des sports effectivement très traumatogènes qui peut entraîner un risque de commotion cérébrale, c'est le rugby. C'est un des plus connus à risque dans les sports de contact. Et donc dans le rugby, on peut par exemple subir un plaquage à haute énergie. Donc un adversaire vient plaquer un autre adversaire au niveau du torse, par exemple, et donc pas directement au niveau de la tête. Et ça, si le plaquage est assez violent, ça peut transmettre ce que j'appelle une énergie mécanique au cerveau. Donc en gros, c'est un petit peu comme si la tête est secouée et ça va donner un équivalent de commotion cérébrale. En tout cas, les conséquences peuvent être les mêmes. Voilà les grandes, en tout cas circonstances où on peut avoir un traumatisme crânien lors de la pratique de ces sports de contact. Et pour finir sur les sports à risque, il y a aussi de façon générale, hein, c'est pas que les sports de contact, peuvent être, aussi exposés d'autres nombreux sports. J'ai parlé des sports de combat, il y a aussi les sports, qui sont à risque de chute, donc par exemple la gymnastique, hein, on y pense moins, mais la gymnastique, si on fait une chute, on peut aussi avoir un traumatisme crânien, et une commotion cérébrale. L'équitation, bien sûr, sur les chutes de cheval. Le ski, tout ce qui est sport de vitesse également, donc tout ce qui va être soit à risque de chute, soit sport de vitesse, entraînant, soit des chocs, soit, cette, transmission, d'énergie au niveau du cerveau, qui va faire comme une secousse. Donc finalement, beaucoup de sports qui sont concernés et qui peuvent exposer, les joueurs à un risque de traumatisme crânien, voire pour certains à un risque de traumatisme crânien multiple et ça, c'est, particulièrement l'adage des sports de contact et des sports de combat. Mais merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a des sports auxquels on n'aurait pas pensé, comme la gymnastique, par exemple. J'aurais pas forcément pensé que c'était un sport à risque. Donc, merci de nous avoir donné tous ces exemples de sports. On voit que ça peut arriver finalement pratiquement dans presque tous les sports qu'on pratique. Au tout début, vous avez indiqué que c'était particulièrement problématique ou dangereux quand ça arrive à des enfants, à des jeunes ou des jeunes adultes. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi c'est plus problématique à ces âges-là?
Alors donc c'est déjà une population qui sont les plus concernées parce que ce sont les jeunes essentiellement qui jouent, au sport et en tout cas qui jouent au sport de façon intense, donc c'est en tout cas les populations les plus ciblées. Contrairement à par exemple, si on prend il y a un deuxième pic de fréquence, hein, du traumatisme crânien dans la population, c'est plutôt les sujets plus âgés, hein, plus de 65 ans et là, la cause numéro un, ça va être la chute, parce qu'on arrive moins bien à marcher, voilà. Le deuxième pic de fréquence, c'est vraiment les jeunes, des enfants aux jeunes adultes et là, les causes sont variées. Il y a l'accidentologie routière, bien sûr, mais vraiment le sport étant un grand pourvoyeur. Et pourquoi dans cette population-là, qui reste quand même assez large, en effet, les plus fragiles, ça va être, plus on est jeune, en fait, plus on est jeune, plus on va être fragile parce qu'il y a une, notion de maturation cérébrale qui n'est pas complètement terminée, alors que chez les enfants d'autant plus et les phénomènes de maturation cérébrale se prolongent finalement chez les adolescents et jusqu'à, on dit environ l'âge de 20 ans, notre cerveau est encore en cours de maturation cérébrale et donc ce qui fait que ces personnes-là, si le traumatisme crânien léger survient à un âge jeune de moins de 20 ans, eh bien on sait que les processus de récupération vont être naturellement plus longs que s'ils survenaient à un âge plus tard. Les symptômes peuvent être plus sévères initialement. Donc voilà, c'est des critères de fragilité que l'on prend en compte, en tout cas dans la prise en charge et dans l'accompagnement. C'est-à-dire que, par exemple, concrètement, en pratique, on va, quand la personne qui a subi une commotion cérébrale liée au sport et a moins de 20 ans, eh bien, on va lui donner des consignes de reprise, en tout cas d'accompagnement, hein. Il va y avoir des consignes de prise en charge bien précises avec, un arrêt du sport et une reprise progressive, mais il va y avoir un arrêt du contact qui va être naturellement plus long par précaution. On va prendre ces mesures de précaution pour protéger les plus jeunes et éviter en effet, les complications qui pourraient survenir également. Et quels sont les signes qui doivent, nous alerter sur le moment? Vous le disiez, parfois donc ça peut être le choc direct, on sait qu'on a pris un coup à la tête, mais parfois c'est de manière indirecte, donc quels sont les signes qui doivent nous alerter et nous dire: «Attention, là, il y a peut-être eu, une commotion cérébrale» et puis dans ce cas-là, quelle conduite à tenir? Alors, il y a 2 choses. Il peut y avoir ce qu'on appelle des signes cliniques immédiats. Donc là, c'est il y a eu donc soit un choc à la tête, soit en effet un mécanisme, à haute cinétique là qui est survenu. Le joueur tombe au sol et il y a un des signes cliniques qui est visible. Dans ces signes cliniques, ça peut être bien sûr une perte de connaissance, ça c'est le plus facile parce que c'est facile à reconnaître. Donc perte de connaissance qui est quand même brève, hein, c'est quelques secondes. Donc c'est, le joueur tombe au sol, les témoins sont présents, viennent lui parler. En fait, il est, comme endormi pendant quelques secondes avant qu'il se réveille. Ça, c'est la perte de connaissance. Ça, c'est un signe clinique, évident, mais finalement, il est présent que, dans peu de pourcentage de commotion cérébrale. On dit, moins de 10. Donc quand il est présent, au moins, ça fait le diagnostic, immédiat, mais il n'est pas toujours présent. Il y a d'autres signes, visibles qui peuvent apparaître. Ça peut être, ce qu'on appelle une crise tonique, c'est-à-dire le joueur tombe au sol et on voit ça, c'est des images qu'on peut trouver, de matchs de football, de matchs de rugby. On voit un joueur, tomber au sol avec, les 2 bras, et les 2 jambes, qui sont en position tonique, qui se raidissent juste au moment de la chute, en tout cas quand il est au sol et donc ça, c'est un équivalent en fait de crise d'épilepsie. On appelle ça une crise tonique et donc ça veut dire qu'il y a eu une souffrance cérébrale et ça signe là aussi, la commotion cérébrale. Mais ce signe-là aussi, bah, quand il apparaît, c'est assez flagrant. Ça signe, d'emblée, quelque part une sévérité, hein. En tout cas, là, ça signe bien la présence de la souffrance. Mais là aussi, il n'est présent que dans un faible pourcentage de cas. En revanche, un signe clinique immédiat qui est assez fréquent, ça va être ce qu'on appelle l'ataxie, c'est-à-dire le fait que le joueur se relève et a des difficultés d'emblée à marcher. Il va tituber. Ça veut dire qu'il y a une incoordination des mouvements et ça aussi, ça signe l'atteinte cérébrale, aiguë, là, le dysfonctionnement cérébral et voilà, si on voit vraiment à l'image ou en direct cette attitude, là aussi, ça signe le fait en tout cas qu'il faut, se dire: «Il y a probablement commotion cérébrale». S'il y a eu, juste avant, si ça suit en tout cas un mécanisme plausible. Ce qu'on appelle un mécanisme plausible, bah, c'est ce que j'ai dit, soit un choc à la tête, soit on était sur une action, à haute cinétique et on observe ces signes immédiatement après. Donc ça, c'est les signes immédiats, mais ils ne sont pas toujours présents. On a parlé de la perte de connaissance, de la crise tonique, l'ataxie, c'est un peu plus présent, mais même ça, finalement, on peut avoir une commotion cérébrale sans avoir aucun de ces signes visibles. La grande majorité des cas, ça va être plutôt l'apparition de symptômes dans les suites, pas forcément immédiates, mais dans les heures qui suivent, l'apparition de symptômes suite à ce choc ou à ce mécanisme à haute vitesse. Et ces symptômes, ils sont, très nombreux, hein. Ça va des maux de tête qui sont les plus nombreux, donc l'apparition de maux de tête,
assez rapidement ou dans les heures qui suivent. L'apparition de difficultés de troubles de la vue, d'étourdissement, donc là aussi la sensation d'avoir des vertiges, de ne pas trouver son équilibre, des vomissements, ça peut aussi être gêné par la lumière, par le bruit, des difficultés de sommeil, voilà donc de nombreux symptômes qui peuvent apparaître et c'est l'apparition de ces symptômes associés, en tout cas dans les suites d'un mécanisme, qui a l'air, plausible et dès lors qu'il n'est pas expliqué par autre chose, bien sûr, hein, ça aussi il faut toujours, vérifier, notamment si c'est dans les heures qui suivent, est-ce que c'est pas lié, il y a une, intoxication alcoolique, associée, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, après un match, donc s'assurer de ça. Mais en tout cas, ça peut faire partie des choses qui doivent alerter. Et dans le cadre des signes cliniques immédiats, au moins on est alerté tout de suite. Dans le cadre des symptômes qui suivent après, eh bien, ça veut dire qu'en effet, on peut, parfois, c'est le cas et c'est la problématique dans nos sports, être alerté qu'après le match, parce que la personne finalement avait l'impression d'aller bien, et c'est après, au cours de la soirée que, bah, là, ces symptômes qui apparaissent. C'est pour ça que c'est pas forcément facile à voir et c'est la raison aussi pour laquelle des outils d'aide, de dépistage, hein, ont été développés dans le cadre du sport. Il y a des conférences, hein, internationales sur le sujet qui se réunissent pour, aider tout le monde, que ce soit professionnel ou amateur, du sport, à mieux dépister, les symptômes et les signes de commotion cérébrale, qui peuvent survenir sur le terrain et donc mettre à disposition des outils adaptés soit pour le monde professionnel, soit pour le monde amateur pour, dès qu'il y a eu la moindre suspicion, c'est ça la philosophie, c'est la moindre suspicion, c'est-à-dire même un mécanisme, un choc à haute cinétique, même si elle n'a pas touché la tête, mais en tout cas le joueur se retrouve au sol. On peut utiliser ces outils pour aller rechercher ces fameux signes que j'ai décrits, soit les symptômes, pour vérifier si, ça confirme le doute, auquel cas il faut absolument sortir le joueur du terrain et puis il va être, évalué, plus spécifiquement, ensuite en dehors du terrain. C'est ça les grandes règles de prise en charge, en tout cas. Très bien et justement, qu'est-ce qu'on doit faire en fait dans les, heures ou dans les jours qui suivent? Quelles sont un peu les recommandations? Alors je sais que c'est difficile de faire des recommandations comme ça puisque, chaque personne est différente, chaque choc est différent, mais juste pour donner un petit peu, une idée aux personnes qui vont, nous écouter de savoir quelle conduite elles doivent avoir, qu'est-ce qu'elles doivent faire, quand elles ont eu un choc? Ou pour l'entourage, qu'ils sachent, comment accompagner l'enfant ou, le conjoint et cetera, qui a eu un choc. Alors la règle numéro un et c'est la particularité dans le sport, c'est qu'au moindre doute, il faut sortir le joueur du terrain et il faut pas le laisser continuer de jouer. Donc ça veut dire une éducation bien sûr, au sein des staffs, au sein des équipes et au sein, quand ce sont des jeunes, auprès de la famille, voilà pour dire, il y a eu un choc, au cours du match, possiblement, la tête a été un peu secouée. Il va falloir passer, si c'est le cas, une évaluation et donc la première des choses, c'est voilà, on sort le sportif du terrain et si c'est dans le cadre du monde amateur et bien normalement on recommande à ce qu'il y ait une consultation, on va dire dans la semaine qui suit, mais c'est bien d'aller consulter son médecin généraliste pour aller vérifier si oui ou non, on peut confirmer qu'il y a eu probablement une commotion cérébrale. Ensuite, quoi faire en pratique pour le joueur, pour la famille? Le maître mot, c'est le repos pendant les, on dit 24 heures, c'est sûr, voire 48 heures. La première des règles déjà, c'est se reposer. Pourquoi c'est important de se reposer? Parce que donc qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand il y a eu ce choc ou cette, énergie mécanique en tout cas transmise au cerveau? Donc le cerveau est un peu secoué, ça entraîne un désordre chimique au sein du cerveau avec les neurones du coup qui n'arrivent plus à fonctionner comme avant parce qu'elles se retrouvent plus dans le même milieu suite à ce désordre chimique en fait et donc elles n'arrivent plus à fonctionner de la même manière. Ce dysfonctionnement, neuronal se traduit par les symptômes et pour retrouver leur équilibre, les neurones, ils vont mettre en place un certain nombre de mécanismes, ils vont activer des pompes, sur leur membrane pour, aller corriger, leur milieu, intra et extracellulaire et ça leur demande énormément, énormément d'énergie, en fait. Ils doivent aller puiser de l'énergie et l'énergie, ça veut dire, avoir besoin d'un afflux de débit sanguin cérébral, donc ils ont besoin d'avoir beaucoup de sang qui arrive au cerveau, ils ont besoin de glucose et le glucose est véhiculé par le sang. Donc ils ont besoin en fait que toute l'énergie soit vraiment, dévolue à ce travail, de réparation qu'ils font là au niveau des neurones. Et donc le meilleur moyen d'accompagner ce processus naturel, hein, de récupération, eh bien, c'est de le respecter et donc d'être au repos. Donc de se mettre complètement au repos et quand on dit au repos, c'est autant les activités intellectuelles que les activités physiques. Donc, les 24 premières heures, vraiment, c'est on est chez soi, on fait, quasiment rien d'activité, on dort. Il faut vraiment, respecter bien sûr aussi une bonne, hygiène, de vie à ce moment-là, d'autant plus, hein, donc éviter toute prise d'alcool, manger,
équilibré et respecter les heures de sommeil et respecter aussi le besoin de plus de sommeil qu'on peut ressentir puisque c'est une des façons dont le cerveau traduit ce besoin d'énergie. En fait, vous allez vous sentir fatigué. Ben, si vous avez besoin de faire la sieste en journée, ben, vous vous écoutez, vous faites la sieste pour récupérer au mieux. Donc c'est vraiment ça, c'est fondamental ce temps de repos, les 24 à 48 premières heures. Et on sait que dans les facteurs de risque d'évolution de ceux qui peuvent garder des symptômes de façon prolongée, c'est-à-dire qui vont durer pendant plusieurs mois, eh bien, un des facteurs de risque, c'est le fait de ne pas avoir respecté cette phase initiale de repos. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et ensuite, la deuxième règle, c'est de reprendre les activités. Le cerveau a besoin, voilà, il ne faut pas non plus faire perdurer cette phase de repos total. Mais par contre, il faut remettre en place les activités de façon très progressive. Et là, autant sur le plan intellectuel, là aussi, que sur le plan physique. Donc, eh bien, au bout des 48 heures, ça va être simplement, on reprend les activités de la vie quotidienne, hein, celles qu'on avait l'habitude de faire, sauf le travail ou la scolarité et les activités physiques. Donc au début, c'est vraiment on reprend les activités, d'une journée lambda et si ça se passe bien, bah, on peut reprendre les activités, la scolarité, le travail, mais les premiers temps, on s'aménage un peu des temps de repos pour s'assurer que tout se passe bien et si jamais on voit que les symptômes réapparaissent, on s'adapte aussi sur la durée bien sûr de cette, évolution, de cette remise en charge progressive des activités à la symptomatologie. Donc si tout va bien au bout de 48 heures, voilà, on peut vraiment remettre en place ça, mais donc en adaptant un petit peu des temps de repos. Si le lendemain tout s'est bien passé, eh bien on peut augmenter un petit peu la charge mentale, la charge, en activité physique. Donc c'est ça le principe et on va, au fur et à mesure des jours, augmenter si tout se passe bien. Si en revanche, il y a des symptômes qui persistent, ben, on reste au même niveau d'activité sans augmenter pour le moment. C'est que le cerveau a encore besoin de récupérer, et a besoin d'un certain taux de repos. Est-ce que ça veut dire qu'il faut attendre qu'il n'y ait plus aucun symptôme, par exemple, pour reprendre, le sport qu'on pratique, dans lequel on a pu avoir, cette commotion cérébrale ou ce trauma crânien? Alors pas tout à fait, ça la littérature maintenant scientifique est assez, claire là-dessus. C'est-à-dire que la seule phase de repos complet qui est nécessaire, c'est vraiment ces 24 à 48 premières heures. Au-delà, donc si les symptômes persistent, bien sûr, on va continuer d'adapter le taux d'activité, mais il est démontré que, surtout chez quelqu'un qui avait l'habitude de faire de l'activité physique avant, reprendre une activité physique, y compris sportive, va aider à la récupération, même si on garde quelques symptômes. Mais c'est sous réserve de les symptômes ne sont pas effectivement d'emblée majeurs. Si on a quelques symptômes légers qui sont présents, on peut reprendre une activité physique sportive, mais de façon très graduée et au départ en ne faisant que de l'activité dite aérobie, c'est-à-dire de l'activité d'endurance. 20 minutes de vélo par jour, vélo ça peut être vélo d'appartement ou du jogging, mais vraiment à faible intensité et en courte durée, donc notamment 20-30 minutes maximum et on fait pas d'autres activités de la journée tant que les symptômes persistent. Mais ça, pour le coup, à remettre cette petite routine tous les jours, même s'il reste quelques symptômes, il a été démontré que ça faisait partie des choses qui aidaient à la récupération cérébrale versus ne rien faire du tout. Ça, c'est pas le mieux. Et est-ce qu'il y a un danger, en fait, pour la personne de cumuler, plusieurs, traumas crâniens? Je sais pas si on peut dire il y a un danger, il y a en tout cas des risques associés au fait d'avoir plusieurs traumatismes crâniens. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir eu une fois un traumatisme crânien léger, une commotion cérébrale, donc avoir un antécédent, vous expose d'autant plus à avoir un nouvel événement. Donc quelque part, c'est comme s'il y avait une fragilité en effet, même si normalement le dysfonctionnement est transitoire, il y a comme une trace de vulnérabilité qui fait que si on vous êtes exposé de nouveau à un choc à la tête, vous avez plus de risques d'avoir véritablement une commotion cérébrale, c'est-à-dire des symptômes associés à ce choc à la tête. C'est la raison pour laquelle les sportifs dont on a parlé, en tout début du podcast là, les sports de contact sont des sports qui peuvent exposer même, au fait d'avoir de multiples commotions cérébrales. Non seulement ces sports-là exposent à des contacts, donc un risque de choc, mais en plus, quand vous avez déjà eu une première commotion cérébrale, eh beh, vous avez un risque plus important d'en avoir un deuxième et derrière donc un troisième, voilà. Et donc on a parfois dans ces sports-là des sportifs qui ont, 3, 4, 5, 6, voire plus d'antécédents de commotion cérébrale, au cours de leur pratique. Donc ça arrive. Et plus on a de commotion cérébrale, plus on a un risque de mettre du temps à récupérer de cette commotion cérébrale. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne récupérera pas, hein, la plupart même, on voit aussi des sportifs qui ont eu, plus de 10 commotions cérébrales, ça arrive et qui arrivent encore à récupérer au bout de leur 11e, mais ça peut mettre beaucoup plus de temps, en fait. Il y a une certaine vulnérabilité qui s'installe.
Donc c'est un des risques en tout cas associés au fait de multiplier les commotions cérébrales, ça c'est clair. Les conséquences à long terme, ce serait quoi, par exemple? Les conséquences à long terme, dans le pire des cas, ça ne concerne pas tout le monde, mais il a clairement été maintenant, établi le fait que un des risques d'avoir été exposé à de multiples traumatismes crâniens à la tête, quelle que soit la cause d'ailleurs, le sport ou autre, peut entraîner un risque de développer une encéphalopathie, donc une maladie du cerveau, que l'on appelle post-traumatique. Une encéphalopathie chronique qui s'installe, avec des symptômes qui perdurent en permanence et vraiment en lien avec cette exposition à des traumatismes crâniens. Cette encéphalopathie fait partie de ce qu'on en appelle les maladies neurodégénératives, donc qui s'installent, après un certain âge et qui, par définition, s'aggravent progressivement au fur et à mesure des années. Un peu comme la maladie d'Alzheimer, mais les particularités, anatomiques de cette maladie sont bien caractéristiques de la répétition des traumatismes crâniens. Donc ça existe. Ça a été montré, dans d'autres circonstances, chez les anciens militaires qui ont été, exposés à des souffles d'explosion, répétés, et donc qui ont généré des commotions cérébrales, hein, puisque ça fait partie des mécanismes possibles. Chez d'anciens sportifs, notamment, c'était très connu chez les anciens boxeurs et après ça a été, montré chez d'autres sportifs, en particulier, les joueurs de football américain, de hockey sur glace, puis aussi dans le rugby, dans le football, ça a été retrouvé. Maintenant, on ne sait pas bien encore quel processus de vulnérabilité associé. C'est-à-dire que tous les sportifs qui sont exposés même à de multiples traumatismes crâniens, c'est pas tous qui vont développer cette maladie. Il y a forcément des facteurs protecteurs, des facteurs de vulnérabilité qui vont être individuels. Ça peut être, en lien, avec l'environnement, avec le mode de vie, avec, la génétique. Il y a probablement, plein de facteurs associés et qu'on n'est pas bien encore. Oui, c'est vrai qu'au niveau du grand public, je pense que ce qui, a pu, nous permettre de prendre conscience, en fait, des risques, en lien avec le trauma crânien dans le sport, c'est vraiment le rugby avec différents joueurs qui ont pu, s'exprimer sur leurs, difficultés. J'avais une autre question, c'était par rapport à la prise en charge, puisque là, vous nous avez bien expliqué quels étaient les, signes qui doivent, nous alerter, ce qu'on doit, faire et mettre en place, dans les premières heures, premiers jours. Mais je me demandais si la prise en charge quand on est un sportif de haut niveau professionnel ou non professionnel, si la prise en charge différait par rapport à quelqu'un peut-être qui va avoir un trauma crânien, dans sa vie, personnelle, domestique ou même, dans le travail? Et si c'est différent, est-ce que vous pourriez nous dire, quelle prise en charge spécifique pour les sportifs? C'est pas nécessairement très différent. D'ailleurs, là, on vient de travailler, à une plaquette d'information qui réunit un petit peu ces grandes lignes, ces conseils, qui suivent là les jours après un traumatisme crânien et qu'on va mettre à disposition des urgences ici du CHU et donc qui sont destinés à toute personne qui subit un traumatisme crânien léger, quelle que soit la cause et on retrouve ces grandes lignes, y compris sur la reprise des activités et on sous-entend activité physique, sans plus développer sur le sport puisqu'il faut que ce soit, généralisable en ensemble. Après, chez les sportifs, donc ils sont concernés par les mêmes consignes. C'est simplement qu'il va y avoir plus de précision dans leur retour à leur pratique, s'ils pratiquent justement un de ces sports à risque. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est qu'ils se remettent, dans une situation à risque s'ils n'ont pas encore récupéré de leur commotion cérébrale. Et situation à risque, ça veut dire, bah, rejouer, rapidement des matchs, et reprendre ce qu'on appelle le contact. Donc non seulement il faut cette reprise progressive des activités physiques, il faut vraiment cadrer là dans leur activité, mais surtout les 5 premières étapes doivent se faire absolument sans jeu de contact, pour ne pas prendre le risque de les exposer à de nouveaux chocs à la tête, alors qu'ils sont en pleine récupération, cérébrale. C'est pour ça qu'il y a des protocoles bien formalisés là aussi, au niveau international avec ces conférences de consensus et puis après chaque fédération, en particulier dans les sports à risque, les adapte, prennent les grandes lignes et les adapte à leur sport en particulier. Un sport où il c'est très protocolisé, vous l'avez dit, c'est l'exemple du rugby. Très protocolisé chez les professionnels parce que l'enjeu, ça va être justement, quelle que soit la blessure qu'ils ont eue, que ce soit pour les joueurs ou pour le club, l'équipe, c'est de reprendre au plus tôt, au plus rapide. Donc il faut répondre à cet enjeu tout en assurant la sécurité du joueur. Donc c'est pour ça que là, les choses sont très protocolisées. Il y a des évaluations immédiatement, après le choc, dans les vestiaires et à 48 heures par un médecin indépendant. Donc c'est justement pour protéger aussi le joueur tout en répondant à l'enjeu de reprendre précocement. Dans le sport, amateur et donc si je fais le parallèle avec le rugby amateur, il y a aussi un protocole, hein, en vigueur édité par la Fédération française de rugby et par la ligue,
mais qui va être, moins déjà, c'est plus compliqué de l'appliquer parce que, par définition, dans le monde amateur, il y a pas tout le même staff associé, il y a pas forcément des médecins de match, mais il y a quand même un protocole pour dire la moindre suspicion, ils doivent normalement recevoir ce qu'on appelle un carton bleu et leur licence est bloquée aux joueurs et tant qu'ils ne voient pas un médecin, que ce soit un médecin généraliste ou autre, qui valide le fait qu'ils vont bien, qu'ils ont passé les différentes étapes de retour au jeu progressif, eh bien la licence reste bloquée, en fait. Là, c'est pas tout à fait la même démarche parce qu'il y a pas les mêmes enjeux, en tout cas pour qu'ils reprennent rapidement les matchs, en tout cas, et la compétition. On veut surtout les protéger, donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de blocage immédiat de la licence, dès la suspicion, en fait. Derrière, il faut beaucoup sensibiliser, d'où l'importance, je pense, de ce que vous faites avec votre podcast, c'est, de sensibiliser, les clubs directement, les joueurs, les familles, tout le monde qui gravite autour des joueurs pour sensibiliser sur le fait que c'est important de bien reconnaître la commotion cérébrale et derrière de, savoir qu'il y a un repos nécessaire et une reprise progressive indispensable pour que ces protocoles-là qui existent soient bien respectés. J'allais vous demander dans quelle mesure les différentes structures sportives, les fédérations, les clubs étaient sensibilisés et formés, à la gestion, des commotions cérébrales et des traumas crâniens et de ce que j'entends, c'est qu'on a encore, une marge de progression pour que, des protocoles soient mis en place, à travers les différents sports, qu'il y ait un meilleur repérage, des signaux et cetera. C'est ce constat-là que vous faites? Oui, tout à fait. Donc, le rugby fait partie des sports les plus sensibilisés et d'emblée, la fédération, je crois que c'est depuis 2014, hein, qu'ils ont réagi et ils ont, mis en place des protocoles qui ont évolué chaque année et donc c'est là où c'est le plus prégnant, mais d'autres sports à risque se sont mis également à développer, leurs protocoles. C'est le cas du football, c'est le cas du handball. Peut-être qu'il y a d'autres sports encore où il y a besoin d'être plus, proactif sur ces protocoles, mais en tout cas, au-delà de ça, il y a quand même, les difficultés d'application qu'il y a derrière. Il y a différentes stratégies en fonction des sports, mais bien sûr, les difficultés, ça reste, les campagnes derrière d'information, alors des fois, ça peut passer par des sanctions, hein, là, ça, c'est plutôt pour le monde professionnel, mais en effet, veiller à l'application des protocoles, que ce soit dans le rugby ou le football professionnel, je sais qu'il peut exister des sanctions, «financières», des «amendes» entre guillemets pour les clubs qui ne le respecteraient pas. Donc ça, c'est pour le monde professionnel, mais dans le milieu amateur, c'est pareil. Chaque fédé, régulièrement, en tout cas par les différents acteurs associés, réfléchissent ou mènent des campagnes de sensibilisation pour dire: «C'est important de les appliquer ces protocoles». J'ai une dernière question. Quel, conseil donneriez-vous, à un sportif qui a pu avoir une commotion ou un TC? Voilà. Les conseils de prise en charge immédiate comme je vous ai donné, hein, les recommandations. Ensuite, si les symptômes ont bien tous récupéré, qu'il y a eu une passation des différentes étapes du retour au jeu qui s'est très bien déroulée, voilà, il y a aucune contre-indication à reprendre le sport, y compris le sport si c'est un sport à risque, ça c'est clair. Il y a pas de raison. Maintenant, il y a quand même une certaine sensibilisation à ce moment-là à donner, notamment un message clé, c'est voilà, vous avez subi un traumatisme crânien léger, il y a pas de contre-indication à ce que vous repreniez votre sport à risque, mais sachez que le fait d'avoir eu cet premier épisode vous expose d'autant plus à refaire un traumatisme crânien léger dans le cadre de votre pratique et donc à mon sens, en tout cas, le plus important, c'est que les personnes soient informées du risque et prennent leurs décisions en conséquence. Et si jamais ça arrive de nouveau, un choc avec une possibilité de commotion cérébrale, voilà, sachez qu'il faut tout de suite arrêter, le jeu, il faut que vous sortiez et il faut bien respecter de nouveau les consignes pour bien récupérer au niveau de votre cerveau. Bah, super et est-ce qu'en matière de prévention, on peut faire quelque chose? C'est difficile de savoir quand on va avoir un choc. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour essayer de limiter, les risques, La prévention numéro un, c'est le fait de déjà bien avoir respecté déjà les règles de prise en charge, voilà. Ça fait partie de la prévention et on essaye de diffuser à l'ensemble des clubs concernés. Ensuite, c'est pas à l'échelle individuelle, c'est plutôt à l'échelle des différents sports concernés. On sait que ce qui marche le plus en termes de prévention, bah, c'est essayer de réduire les situations de jeu qui sont à risque. Donc ça a été le cas dans le rugby et dans le football. Il y a eu des modifications de règlement de jeu ces dernières années. Il y a eu des évaluations, suite à des modifications de règles, qui ont démontré, dans les années qui ont suivi, une diminution du taux de commotion cérébrale, suite à telle ou telle situation. Donc ça, c'est l'idéal, mais ça permet de réduire le risque, mais ça n'empêche qu'il existe toujours un risque de commotion cérébrale dans ces sports. Et donc au niveau individuel, que peut-on faire, en termes préventifs? Ou en tout cas pour, limiter le risque, mais on ne peut pas l'évacuer, le réduire complètement. Il y a 2 possibilités. Déjà, au niveau de la musculature de la tête et du cou, c'est là où il y a quelque chose que l'on peut essayer de travailler. Il a été démontré que les muscles du cou sont très importants pour aller bien contrôler
les mouvements de la tête lorsque l'on subit un choc et justement pour aller, essayer de mieux absorber l'énergie puisque c'est ça qui est délétère pour le cerveau, c'est vraiment ces accélérations que subissent, la tête et le cerveau. Et donc, il a été démontré en particulier que les muscles fléchisseurs de la tête, donc c'est-à-dire les muscles antérieurs du cou, à l'avant du cou, sont importants pour bien maintenir et aider à absorber ces mouvements et ces accélérations. Donc ça, c'est un travail qui peut être fait de renforcement dans la préparation musculaire, d'inclure un travail de renforcement des muscles antérieurs, donc de la partie, de l'avant du cou, par rapport aux muscles plutôt de la nuque, hein, dans la région postérieure du cou, qui sont généralement chez tous, hein, on a tendance à avoir des meilleures forces au niveau des muscles de l'arrière, postérieur au niveau du cou, par rapport aux muscles antérieurs. Et donc en fait, l'idée, c'est d'essayer de tendre vers un meilleur équilibre, un rapport de force entre les muscles antérieurs et les muscles postérieurs du cou. Ça, c'est un travail qui peut être fait, par exemple, à l'aide d'un kiné, si on a des kinés dans les différents clubs, dans lesquels on peut jouer. Ce kiné ou bien préparateur physique, pour essayer de faire un travail plus spécifique sur les muscles du cou. Et un petit peu dans le même esprit, il y a déjà des travaux très intéressants qui montrent un intérêt particulier, mais qui ont besoin encore de valider, leur efficacité, sur des prochaines études, hein, mais je pense qu'il y a déjà un intérêt démontré, mais dont on risque d'en entendre de plus en plus dans les années à venir. C'est en termes d'outils de protection, l'utilisation d'une protection intrabuccale ou d'un protège-dents, plus finalement qu'un casque. Si on se pose la question du casque, ça on sait que pour limiter la commotion cérébrale, ça n'est pas efficace. Le casque peut avoir un intérêt dans certains sports, et il est même obligatoire, et c'est bien normal dans des sports tels que le football américain et le hockey sur glace, mais pour d'autres raisons. C'est qu'il protège de lésions plus graves, de lésions, au niveau de la tête, et de traumatismes crâniens graves notamment. Il a cette fonction-là, mais pour la commotion cérébrale, ça ne permet pas d'atténuer le risque. En tout cas, la plupart des études ont montré que ça ne permettait pas d'atténuer le risque, puisque ça n'absorbe pas ces fameuses accélérations-là qui sont délétères pour le cerveau. En revanche, donc le casque obligatoire dans certains sports, mais pour d'autres raisons, mais pour limiter les commotions, non. C'est pour ça que, pareil, dans le rugby, il existe des casques, mais c'est plus pour, éviter les lésions purement cutanées, les lésions que l'on peut observer au niveau des oreilles, pas pour limiter la commotion cérébrale. En revanche, donc le protège-dents, pourquoi ça peut être intéressant? Justement, c'est dans le même mécanisme que l'implication des muscles du cou, dans cette absorption de l'énergie, lors des chocs. En fait, quand on a un protège-dents ou une protection intrabuccale en bouche, certains modèles, c'est pas tous, mais certains modèles permettent d'avoir ce qu'on appelle un calage mandibulaire. On a vraiment les 2 empreintes maxillaires et mandibulaires de la bouche qui sont bien calées et qui nous permettent de serrer fortement la mâchoire. Par ce serrage de la mâchoire, on va activer des muscles masticateurs, et les muscles masticateurs, lorsqu'on les active, eh bien, ils vont activer d'autres muscles du cou et en particulier les muscles antérieurs. Donc autrement dit, quand on a une protège-dents en bouche, on le serre très fort, on le «mastique» entre guillemets, et ça permet d'avoir une activation encore plus importante de ces fameux muscles antérieurs fléchisseurs de la tête, qui sont intéressants pour mieux absorber les accélérations et réduire les effets sur le cerveau. Donc c'est une action combinée, le fait de, à la fois, probablement un peu, travailler le renforcement, musculaire, au niveau du cou, au niveau de la région intérieure, et si on pouvait porter une protection intrabuccale, qui permet vraiment cette action de serrage de la mâchoire. C'est, à ce jour en tout cas, probablement les 2 actions, préventives qui peuvent réduire un peu le risque. Il ne l'enlèvera jamais complètement, bien sûr. Bah, merci beaucoup, c'est des choses auxquelles on n'aurait jamais, pensé, penser à muscler, le cou donc ou apporter un protège-dents pour des sports quand c'est pas des sports de combat, on n'y penserait pas forcément donc merci pour, votre temps et d'être venu nous parler du trauma crânien, dans le sport. C'était, très clair, très intéressant. Je pense que ça nous donne pas mal d'infos et de billes pour mieux, comprendre et être mieux alerte si jamais on connaît quelqu'un ou si ça nous arrive, voilà, on saura comment, agir et réagir. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne journée. Merci pour votre écoute. Pour retrouver tous les épisodes de Vivre avec un traumatisme crânien, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. Vous avez aimé l'épisode? Partagez-le avec votre entourage, parlez-en autour de vous pour que d'autres puissent être informés. Ce podcast est possible grâce au soutien financier de l'Agence régionale de santé de l'Occitanie. À bientôt pour un nouvel épisode.